En fait, c'est une émission spéciale dans Pourri. Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actu de transmission, la table ronde de cinéphiles qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis encore une fois très bien entouré, même si Lucien est très loin, mais grâce aux ondes d'internet, nous sommes virtuellement réunis. Lucien, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Manuelas, comment vas-tu ? Salut Olivier, moi je suis pas virtuel. Non, toi tu es bien en face de moi, je te vois bien en train de siroter cette première bière de la soirée, puisque nous enregistrons en un jour terne, en un jour morne, qui pourtant marque le début de l'été, mais marque aussi l'annonce du décès de Donald Sutherland, ce qui m'a donné donc le thème du quiz d'aujourd'hui. Mais d'abord, je vais annoncer les films dont nous allons traiter aujourd'hui. 2 films aujourd'hui, un petit numéro. Donc on va parler d'abord de Love Lies Bleeding, le film de Rose Glass, et puis ensuite on parlera de The Bike Riders de Jeff Nichols. Et donc sans plus attendre, petit jingle quiz. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. 2, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains ? 4 questions ce soir, et donc le premier qui dit son prénom et qui attend que je lui donne la parole, on va le faire discipliner ce soir, il a le droit de donner sa réponse. Une réponse, et avant, s'il se trompe, c'est l'autre qui répond. Voilà. Alors, première question. En 2000, Donald Sutherland est l'un des Space Cowboys de Clint Eastwood. Qui sont ses 3 partenaires à l'écran ? Tommy Lee Jones, Clint, qui est le 4e ? Je sais plus. Bon, c'est raté, c'était James Garner, le 4e Space Cowboy de Clint Eastwood. Deuxième question. En 1985, Donald Sutherland apparaît dans le clip du single issu d'un album mythique de l'une des plus grandes chanteuses de la pop britannique de l'époque. Qui donc ? En 2000, la pop britannique, hein, t'as dit. Hein. Non, j'ai dit en 85. 85. Une grande chanteuse très connue de la pop britannique de l'époque. Personne ? Non. Bon, eh bien, c'est un deuxième chou blanc. Il s'agissait d'un clip de Kate Bush. La chanson, c'est Cloud Busting et sur l'album Hounds of Love. Donc, l'un des plus importants de la pop britannique de l'époque, tout à fait. En 71, beaucoup plus facile. En 71, dans quel film Donald Sutherland incarne-t-il un détective privé qui entre en contact avec une prostituée interprétée par Jane Fonda ? Manuel Clout d'Alan J. Pakula. Excellente réponse, ça fait donc 1 point pour Manu. Dernière question. La même année, en 71, donc, dans quel film Donald Sutherland interprète-t-il le Christ ? J'ai un indice. Vas-y, balance l'indice. Je voyais que t'allais faire des trucs avec haute sécurité de Stallone, etc., qu'on allait dans ce registre-là, mais non, ok, je vois. Et non, donc l'indice, c'est Liste Noire. Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo. Excellente réponse Manu, même si tu n'as pas dit que c'était toi qui prenais la main, je te donne quand même le point. En effet, il s'agit de Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo. Donc tu auras le droit ce soir, Manu, de me donner les relances. Et on commence tout de suite avec le film de Rose Glass, Love Lies Bleeding. FBI, open up. Are you threatening me? Yep. Well, that was really stupid, honey. Don't ever fall in love, okay?
Rose Glass est une réalisatrice britannique née en 1990 à Chelmsford. Après 4 courts-métrages et des clips, elle écrit et réalise Saint-Maud qui sort en 2019. Le film est remarqué, surtout dans le circuit des festivals de films fantastiques, et gagne d'ailleurs 4 prix au festival de Gérardmer. Love Lies Bleeding est donc son 2e long métrage. Elle en co-signe cette fois le scénario avec Weronika Tofilska et surtout elle tourne aux États-Unis avec des acteurs américains, même si le film est une coproduction notamment entre A24 et Film4 qui sont donc des Britanniques. Pour cette traversée transatlantique, Rose Glass emmène avec elle son chef opérateur Ben Fordersman et son monteur Mark Towns. Donc le pitch c'est quoi ? Au Nouveau-Mexique, Lou, gérante d'une salle de fitness, tombe sous le charme de la mystérieuse Jackie, culturiste bisexuelle qui vient de débarquer en ville. Jackie projette de remporter un prix de bodybuilding à Las Vegas et s'installe chez Lou pour quelques jours. Les choses ne tardent pas à se compliquer quand la famille de Lou entre dans la danse. En effet, son père est gérant d'un stand de tir en parallèle d'activités interlopes et sa sœur sert trop souvent de punching ball à un mari volage et idiot. Tu oublies de préciser un truc, Olivier, c'est que ce film-là se passe dans une période bien particulière des États-Unis, c'était les années 80, puis ce qui est même référence à Die Hard. Exactement, il y a une référence à Die Hard, tout à fait, ce qui place le film en 89. Et d'ailleurs, en bonne trogne des années 80-90, on retrouve au casting ce bon vieux Ed Harris dans le rôle du père diabolique. Mais le film est surtout interprété par Kristen Stewart et Katie O'Brien dans les rôles principaux, suivis par Jenna Malone et Dave Franco. Et c'est Manu qui commence sur le film. On va peut-être pas faire juste l'impasse sur ce qui s'est passé au BIF cette année, mais vu qu'aucun d'entre nous était à la séance, on va pas jouer les toutologues et parler sur quelque chose auquel on n'a pas assisté. Juste rappeler que c'est évident qu'une salle de cinéma, ça doit être avant tout un lieu de communion et pas un lieu d'exclusion, et encore plus dans un festival qui met en avant le cinéma de genre et le cinéma fantastique, où justement on a tendance à montrer tout ce que la société a tendance à mettre sous le tapis. Puisque, pour rappel, ça a été une séance assez catastrophique, puisque des propos lesbophobes, en tout cas discriminants, y auraient été tenus, avec la suite des échanges de coups, avec visiblement un certain flou sur les parties étant passées de la violence verbale à la violence physique, une interruption de séance assez calamiteuse, et un véritable enflammement du débat sur les réseaux sociaux, si tant est qu'on puisse encore parler de débat sur les réseaux sociaux. Après, pour faire un compte-rendu peut-être plus circonstancié de ce qui s'est passé, je pense on vous dirigera sur une chaîne YouTube qui s'appelle Fin de séance, FAIM, qui était présente lors de la séance, qui a fait un très bon boulot de documentation, vu qu'ils ont filmé une partie des incidents pendant la séance et après la séance, et ils ont également recueilli la parole des différentes personnes présentes lors de cette séance. Donc voilà, c'était quand même, je pense, important de faire un petit laïus dessus, puisque c'est quand même quelque chose qui conditionne aussi la vision du film et qui a aussi alimenté beaucoup de choses autour du film avant même de l'avoir vu. Il y a tout simplement la question du genre, on va dire. On a beaucoup parlé justement du fait de cette polémique de films queer, tant du fait de la sexualité exprimée à l'écran par les 2 protagonistes que l'orientation sexuelle, je crois, de la réalisatrice, mais en tout cas de Kristen Stewart. Alors, c'est tout à fait pertinent, légitime d'un point de vue de la mise en avant de certains types de personnages, de certaines représentations. Après, en termes de narration, c'est assez peu efficient. C'est pas, parce que tout simplement, c'est pas un genre en soi, le film queer. Le film, il obéit à d'autres codes, il se situe beaucoup plus dans ce qu'on va appeler du néo-noir, plus le néo-noir des années, justement, 80-90 que réellement celui des 70s. On n'est pas dans le néo-noir type Bonnie and Clyde, Chinatown, Le Point de non-retour. Il y a vraiment une dimension postmoderne qui a été amenée dans les années 80, avec notamment John Dole, les films de John Dole, Kimi Again, Last Edition, mais et aussi surtout le cinéma des frères Cohen. Donc je pense qu'il alimente beaucoup le film. On pense beaucoup à 100%. Mais moi là, c'est là où j'ai déjà un problème. On parlait dans le cadre dans lequel le film se situe, les années 80. Et déjà, moi j'y vois déjà un petit souci de manière de poser le décor, parce que en fait, ok, je vous comprends, l'idée des années 80, le bodybuilding, l'attrait pour la coupe mulet, ok. Mais en fait, ces problématiques de représentation du corps, est-ce qu'elles sont pas toujours aussi d'actualité aujourd'hui, avec les sollicitations sur les réseaux sociaux vis-à-vis de son rapport au corps, le développement des salles de sport, etc., la prise de produits dans tous les sens de la même manière. Donc, déjà, pour moi, il y a une sorte de filtre de situer le film dans le passé, pour évacuer des problématiques qui sont encore, en fait, au final, là aujourd'hui.
Après, au niveau de la représentation de cette romance homosexuelle dans ce cadre-là, j'y crois pas du tout, parce que tu t'imagines dans un bled de redneck dans les années 80 que ça passe crème, quoi. Il y a un moment, tu vois, il y a une absence de conflictualité, une forme de manière de pas traiter en fait le sujet. Alors tu pourras dire c'est génial, justement elle ne le traite pas, elle en fait un couple comme un autre, sauf que tu le situes pas alors dans ce cadre-là de récit. Et juste pour rester sur la représentation de ce type de personnage-là, moi c'est juste pas possible, parce que quand tu as 3 personnages homosexuels dans le film, et le 3e, c'est le pire cliché que j'ai jamais vu en termes d'écriture, de meuf un peu grosse, un peu bête, les dents jaunâtres, un peu acariâtre vis-à-vis de sa vie. J'ai l'impression de voir le pire cliché tel qu'on pouvait représenter les geeks dans les années 80. Je me dis, t'es en 2024. Donc là, déjà, je trouve que le film a de gros soucis. Après, la représentation de la sexualité en tant que telle, c'est passé aussi par le filtre des années 80. Donc c'est vraiment monté comme les scènes érotiques des films des années 80, avec très peu de profondeur de chant. On est sur une bonne musique de synthé Bontempi, on a l'impression que c'est du Giorgio Moroder. C'est pour moi très emprunté. J'ai envie de dire, à l'époque, quand les Wachowski faisaient Bond, il y a maintenant plus de 30 ans, c'était autrement plus âpre, plus investi, peut-être parce que justement la suite de leur carrière a montré que Bond était un film séminal dans tous les sens du terme, autant d'un point de vue artistique que dans justement des questionnements qui se posaient sûrement déjà à l'époque. C'était un film nettement plus sexy. Hein. Voilà, je veux dire, mais qui est moins découpé, qui était moins dans ce genre d'esthétique-là. Donc il y a pour moi déjà un gros souci de situer ce film-là dans les années 80. Et après, au-delà de ça, moi j'ai un vrai souci avec le film de vengeance qu'on me vend, parce qu'en fait, tout ne fonctionne que par effet. Il n'y a pas de construction dramatique. En fait, ce personnage l'actrice est plutôt bien. Le personnage est juste super mal écrit. Cette actrice dont je n'ai pas retenu le nom. O'Brien. Qui joue le personnage de Cathy. Je crois qu'il s'appelle aussi Cathy. Katie O'Brien. Elle tombe amoureuse. Elle prend des stéroïdes. Et donc, tu as une sorte de mélange entre l'amour, les stéroïdes. Et tout d'un coup, ça lui provoque des réactions qui la font sortir de son corps, j'ai envie de dire. Et donc, quand elle passe à l'acte, pour moi, spoiler, défoncer la gueule de James Franco, qui est en plus une caricature là aussi de gros bof amulé qui bat sa femme, tellement c'est grotesque en fait dans la manière dont c'est filmé. Et en fait, elle lui pète la gueule parce que tout d'un coup, elle est pris d'une pulsion amoureuse et de stéroïdes, ce qui la dédouane aussi vachement de ce qu'elle fait. Elle n'est jamais vraiment actrice de ce qui se passe. Ce qui donne lieu justement, lors de la 2e fois où elle passe à l'acte, à une scène où pour moi se résume en fait tout le côté anodin du film. Elle est dévastée, elle prend le téléphone, elle appelle sa famille qu'elle a quittée, elle a sa sœur au téléphone, elle fait surtout tombe pas amoureuse, ça fait mal. Putain, la palissade de l'histoire du cinéma. Oui, l'eau ça mouille aussi, on le sait, quoi. Je veux dire, c'est pour en arriver à ça, quoi. Tu évites en fait toutes les problématiques qui sont posées au personnage, et aussi le film noir en fait il racontait aussi son époque. Justement, ça a un sens de l'inscrire ou non dans une époque là, c'est juste une affaîtrie pour moi. Donc voilà, c'est un film qui bénéficie d'une énorme hype, qui est peut-être moins déplaisant que Saint-Maud que j'ai découvert par la suite, qui pour le coup là un film alors là aussi tout aussi puéril dans sa vision du fanatisme religieux, c'est aussi catastrophique, et ça fonctionne par le même type de ressort, les yeux qui tout d'un coup sortent des orbites, ce genre d'effet en fait. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un gros pétard mouillé. J'ai du mal à comprendre en fait l'enthousiasme qui accompagne ce film, parce que pour moi c'est les ébrouves, quoi. Lucien? Pour pas changer, je souscris à 200% à tout ce que vient de dire Manu, presque point par point, peut-être à l'exception de Saint-Maud que je n'ai pas vu. Donc je vais essayer de prendre mes propos sur un autre angle. En fait, je pense qu'on est plusieurs ici à aimer le cinéma quand il crée des images fortes et porteuses autour d'un sujet dont elles finissent par s'emparer. Rose Glass, elle semble surtout intéressée par l'imagerie, et je mets l'accent sur l'imagerie plus que l'image, et de ce que cette imagerie met en place, et elle ne semble jamais les questionner, ni même les traiter. En fait, elle reprend une imagerie sortie tout droit des années 80, qui est une imagerie typée extrêmement masculine, voire parfois masculiniste, pour la conjuguer au féminin. Mais pour moi, ça suffit pas à créer un vrai propos. Parce que le film développe des choses visuellement qui, si elles étaient traitées, m'intéresseraient.
que ce soit le masculinisme et son rapport avec les armes, les muscles, le rapport de la société et du cinéma au corps, le sexe, les sexualités, les genres, la drogue, tout ça à travers le prisme d'un féminin puissant, tout ça, ça m'intéresse, mais rien n'est traité, c'est juste platement mis en image. Je pense que le summum de ça, Manu l'a évoqué un moment sans vraiment le dévoiler, c'est une scène qui métaphorise de manière extrêmement plate et presque bas du front, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu l'empowerment visualisé. En plus, c'est sorti de nulle part, c'est totalement désincarné. Tu parles de quoi exactement là ? Une scène sur la fin qui fait référence à Hulk, ou je sais pas exactement. L'invasion de la femme de 50 pieds. Mais ouais. Et qui fait que se baser sur une imagerie préexistante à nouveau. Il est de plus en plus clair que le cinéma se dirige vers une nouvelle forme d'achoppement formel, je dirais, qui éloignerait l'image et la narration pour l'imagerie pure, en plus souvent chic et choc, dont tout ce qu'elle porte serait décelable, directement lisible. Et c'est souvent totalement privé de profondeur. C'est un cinéma qui m'intéresse simplement pas, que je trouve à la fois lourd et vide, ce qui est un exploit en soi. Tu fais référence au film de Nicolas Winding Refn, par exemple ? Par exemple, mais on en a beaucoup aujourd'hui. On a eu Titane il n'y a pas longtemps, il y en a vraiment énormément. Alors ouais, le seul traitement qui est un peu incarné, qui se suit un peu à travers la narration du film, qui est le seul qui marche un peu, c'est comment le paternalisme entrave l'empouvoirment féminin et comment il sépare et affaiblisse les luttes. C'est pas traité. Mais franchement, je suis même pas certain que ce soit volontaire. Et puis surtout, c'est fait dans un film dont la narration est totalement indigente, donc ça manque de traitement. Et puis pour être plus direct, après 5 minutes, moi je me fais chier comme un rat mort. Et ça dure, c'est pas très long, mais quand on se fait chier après 5 minutes, c'est compliqué, ouais. Après, le seul truc moi qui rattrape le film, c'est comme sur Saint-Maud, c'est que le chef-op a l'air plutôt talentueux. Je veux dire, le film est quand même soigné visuellement. Après, le problème, c'est que un film, c'est l'œuvre d'un réalisateur, pas d'un chef-op, quoi. Ouais. Et puis juste un mot, parce que tu parlais de ça, et c'est vrai que je suis à 100% d'accord là-dessus, sur le fait que tout soit désincarné, qu'on ne croit en rien. Moi, il y a une scène qui m'a frappé. T'en as cité d'autres, mais il y en a une où, sans spoiler, mais il y a un meurtre qui se passe sur un balcon, ou je sais pas exactement, mais en tout cas c'est sur un pas de porte presque en extérieur, et puis on a toute une scène qui suit où un des personnages nettoie ce sang qui est partout sur une porte qui donne presque dans la rue en hurlant à la mort, et ça on doit y croire, personne ne vient. Il y a eu un coup de feu, il y a du sang partout, il y a quelqu'un qui hurle en lavant le sang, et tout va bien. C'est quand même assez particulier. Mais ce qui est génial, surtout, c'est une des scènes qui suit. Parce que là, Oui, la scène qui suit est encore plus délirante. C'est que typiquement, elle ne sait pas du tout gérer quelle contention. Tu as une scène après où tu as des mecs du FBI qui viennent frapper à la porte. Donc elle planque le cadavre qui est dans son appartement derrière le canapé. Et là, tu dis, il va y avoir une petite mise en tension, etc. dedans. Que dalle! Elle arrive à ne rien faire. Par contre, il y a une distanciation comique qui est créée, peut-être involontairement. Mais je veux dire, mais c'est complètement évacué. Tu dis, mais au moins, tu construis une mise en tension de je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Au-delà des mecs qui arrivent comme une fleur, alors que effectivement, tu disais, personne n'entend aux alentours, et là, les mecs débarquent pour parler de son père. Tu fais, ok. Là aussi, les grosses coïncidences, on peut accepter ça quand c'est bien amené, mais là, c'est quand même typiquement très mal amené. Et elle est incapable de construire une mise en tension sur une petite scène, quand même pas compliqué, je veux dire. En fait, quand tu juste avant de passer la parole à Oli, mais on en avait déjà beaucoup parlé autour de Titane, qui a des problématiques très semblables, mais quand tu crées quelque chose d'aussi invraisemble, en fait, il faut que tu travailles à le rendre le plus vraisemblable possible, et c'est juste absolument pas le cas. Du coup, chez moi, ça crée tout de suite une forme de distanciation qui pourrait me pousser à la moquerie, quoi. Pendant que je regarde le film, il y a des moments où je ricane un peu en me disant, mais c'est quoi ce délire, quoi, vraiment. Tu te dis comment ça fonctionne. Mais tu vois, ça m'embête pas trop que tu ricanes en regardant le film, parce que j'ai l'impression que la réalisatrice ricane elle-même parfois de ses propres personnages, et c'est ça qui, moi, m'a très vite sorti du film, en fait. Au début du film, c'est comme pour Saint-Maud d'ailleurs, j'ai envie d'y aller. Je trouve que le setup est plutôt bien, je trouve que l'image, en effet, ça claque, je trouve que les personnages, au début, j'ai envie de m'intéresser à eux, tu vois, cette culturiste, l'histoire d'amour qui se noue un peu au début. Enfin voilà, j'ai envie de rentrer dans le film. Et puis, le problème, c'est que, enfin, vous l'avez très bien dit, c'est qu'ensuite elle va empiler des couches sans jamais développer vraiment ses personnages. On a l'impression en fait qu'elle, au-delà de l'esquisse, au-delà de regarder, je fais un film avec une culturiste qui pète un câble, ça ne l'intéresse pas en fait, Rose Glass. J'ai l'impression qu'elle ne fouille jamais ses personnages, elle est
plus occupé à empiler des références, empiler des effets. Et c'est assez cartoonesque, même dans les effets sonores. Il y a des côtés aussi fantastiques. Tu as des côtés... Non, mais les côtés fantastiques, il faudrait qu'ils soient quand même un minimum installés pour comprendre comment ça oui, fonctionne. Oui, tout à fait, mais c'est juste, elle empile les trucs. Elle prend des stéroïdes, d'un coup, elle est super pouvoir, elle devient Hulk. Tu fais, comment ça marche, quoi. Ouais. Et par contre, moi, j'étais tout de suite très, très gêné par le regard qu'elle pose sur cette fille Daisy, là, donc le troisième personnage chaud, hein. féminin, qui est vraiment ultra surplombant. Enfin, je veux dire, elle a rien pour la sauver. La pauvre, elle est acculée. T'as envie de la sauver un peu, quoi. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi méchant avec cette fille, elle est montrée dès le début comme toxique, puisqu'elle débarque, l'autre est en train de nettoyer les chiottes, elle commence à l'embrasser, alors que l'autre est visiblement pas du tout demandeuse de ça. Donc tu dis, c'est quand même un peu bizarre, ce personnage-là, qui est vraiment un personnage. Et puis vu en plus le sort qui lui est réservé, je veux dire, c'est quand même compliqué, en fait, tu vois, de faire abstraction de l'étiquette film queer quand t'as un personnage qui, franchement, dans un gros film misogyne, s'opposerait là, quoi, en fait. C'est quand même très problématique. Alors, je pense que c'est pas délibéré, mais si c'est pas délibéré, ça veut dire que t'es quand même face à une réalisatrice qui a même pas conscience des archétypes qu'elle est en train de travailler, quoi. Mais le manque de maîtrise est total, hein, à tout point. C'est flagrant, quoi. Et voilà, et en fait, du coup, plus le film avance, moins je trouve qu'il y a quoi que ce soit qui est construit pour faire exister ces personnages au-delà de leur enveloppe, en fait. Et donc, du coup, je me désintéresse totalement de ce qui se passe. Le récit est super mal mené, c'est hyper abracadabrantesque, tu t'en fous complètement de qui fait quoi quand. Et à la fin, t'es dans juste une espèce d'empilement de scènes un peu choc, sans qu'il y ait rien qui ait été construit pour te guider émotionnellement. Et alors, tout ça pour dire, en effet, un discours... toi, ça te gênait que le discours, ce soit « l'amour, ça fait mal », en gros. Mais encore, même s'il y avait ça... C'est ridicule, en fait. Même si c'était aussi con que ça, son discours, et je crois que finalement, elle essaye de mettre ça comme tagline de son film, mais il faudrait pouvoir le développer, il faudrait que je puisse aussi m'accrocher à la relation entre ces deux personnages, il faudrait que je puisse sentir, moi, que l'amour ça fait mal. Là, j'ai juste une succession de scènes chocs dont je me désintéresse très très vite, donc gros échec, quoi, pour moi. Une des références dont on n'a pas parlé, je pense qui est peut-être les plus prégnantes dans ce film-là, c'est le cinéma d'Aronofsky. C'est pas pour rien qu'elle lui emprunte son compositeur, c'est qu'il y a la même dramaturgie pachydermique que chez Aronofsky, base d'effets hyper lourdingues, ce côté en fait très adolescent et très puéril, mais qui se voudrait un petit peu au-dessus de la mêlée, une sorte de petite crise d'adolescence, tu vois, mal digérée. C'est pas du tout un film qui prend conscience des enjeux qu'il développe, en fait. Ouais. J'ai pas de problème avec la violence au cinéma. À un moment, un acte de violence qui est perpétré dans un film, c'est un développement dramatique. Là, c'est juste crétin, en fait. Je veux dire, à un moment, t'as le mec qui bat sa femme, et la manière dont est traité, la manière dont le but est de ne rien en faire. C'est même pas un propos, t'as l'impression. Puis tu fais, mais attends, c'est quoi le délire? Je veux dire, soit tu es vraiment radical et t'es dans une version revancharde, tu vois, vis-à-vis d'une masculinité toxique, et tu l'assumes pleinement, mais tu fais pas ce truc d'entre-deux, tout mou, qui prend pas position. Moi, ça fait penser aussi vachement, en fait, ça fait penser, en fait, à ce genre de geste punk un peu puéril qu'il y avait dans le Joker de Todd Phillips, quoi. C'est ce genre de truc où on n'assume pas du tout, en fait, la dimension transgressive du personnage, le fait que le personnage, à un moment, est travaillé par à la fois de la lumière et des ténèbres. Là, c'est des enjeux internes, tu veux dire. Et là, non, c'est juste surtout pas, quoi. En fait, c'est juste. Mais ça rejoint ce qu'il y avait dans Saint-Maud. Je veux dire, Saint-Maud, ça finissait quand même typiquement dans une imagerie quand même. Moi, je l'ai vu aussi pour rattraper le. Puéril total, quoi. En termes de sacrifice religieux, c'était quand même. Ouais, je veux pas spoiler la fin de Saint-Maud, mais je veux dire, le traitement du fondamentalisme religieux, je pense que j'ai rarement vu aussi bené. Hein. Mais surtout, ils entretiennent beaucoup de rapports, mais de nouveau, il y avait une situation qui était quand même assez simple entre deux personnages dans une maison, où il devait normalement se passer une espèce d'emprise toxique de l'un sur l'autre, en tout cas des rapports assez forts qui pouvaient se développer, il y avait un setup qui était mené vers ça. Et c'était d'une platitude, il se passait rien, les trucs sortaient comme ça d'un chapeau sans que rien soit préparé. Et donc du coup, très vite, tu te désintéressais de ce bazar. Voilà. Lucien, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, un peu plus tôt, mais c'est vrai, Manu en a déjà parlé, mais je le rejoins à nouveau à 200% sur la comparaison avec Aronofsky.
Voilà, je trouve que vous êtes assez dur quand même. Énormément pensé à Aronofsky, et pas que pour son compositeur Clint Mansell en effet, mais Aronofsky a déjà fait des films dont la narration est un peu plus maîtrisée, quoi. Ici on a vraiment pas, alors je sais pas comment ça se passe dans Saint-Maud, mais voilà, mais c'est vrai que j'ai énormément pensé à Aronofsky, et ce après 5 minutes. Ouais, c'est la même chose en beaucoup plus chiant, quoi. Non, moi je trouve que vous êtes dur avec ce bon vieux Darren. Mais parce que je trouve quand même qu'il savait construire un récit, qu'il savait mettre des personnages en tension, quoi. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Après, je trouve qu'il y a au niveau de l'épate, quoi. La narration, ouais, il y a beaucoup d'épates et beaucoup de trucs parfois à la fois pachydermiques, comme le dit Manu, et assez creux au final. Mais par contre, je trouve en effet qu'il y a ça me fait mal d'utiliser ce mot-là, mais il y a un talent de la narration qui est un peu plus prégnant chez Aronofsky que chez Rose Glass. Pour le moment, on verra un peu. Oui. Vu la hype qui entoure ces films, je suis pas sûr que ce soit des encouragements à s'améliorer. Bon, très bien, messieurs. Je vous propose qu'on passe tout de suite à un film sans doute nettement plus intéressant, qui est The Bike Riders de Jeff Nichols. These young guys, they ain't gotta follow nobody except somebody who can hold their own. The club is changing. Running drugs, gambling. Is that who we are now? L'américain Jeff Nichols est apparu en 2007 avec son premier long Shotgun Stories, avant de faire une belle percée sur la scène art-essai internationale début des années 2010 en enchaînant Tech Shelter en 2011 et Mud en 2012. Il a ensuite signé Midnight Special et Loving, tous deux sortis chez nous en 2016. Après cette belle lancée, il aura mis donc 7 ans avant de retourner enchaînant les projets avortés, notamment un remake de Futur Immédiat. Et oui, ou encore un film mettant en scène Che Guevara. Après cela, il a travaillé longtemps sur un scénario pour A Quiet Place Day One, mais d'après les crédits de ce film à venir, il ne resterait rien de son travail. Le film donc The Bike Riders est inspiré du livre de photographie de Danny Lyon. L'édition originale est de 68 et serait en fait consacrée à un groupe de motards appelé les Outlaws. Le film de Jeff Nichols prend donc certaines libertés puisqu'il s'intéresse à un club de motards de Chicago baptisé les Vandals. Les suivants sur une période de 8 ans au cours de laquelle le club grandit et flirte de plus en plus avec les embrouilles. Mais Jeff Nichols prend un point de vue un peu décalé pour raconter quand même cette histoire, Olivier. C'est peut-être un peu sa force, c'est peut-être sa faiblesse. En effet, The Bike Riders se présente comme étant le récit que fait Katie, une jeune femme amoureuse du biker solitaire et mystérieux Benny. Dans le film, cette fille Katie donne une série d'interviews à un personnage représentant le photographe lui-même. On découvre comment elle a rejoint l'entourage des Vandals. On en rencontre quelques membres, dont le fondateur Johnny, interprété par Tom Hardy. Le film est aussi interprété par Jodie Comer, Austin Butler et Michael Shannon, entre autres. La photographie est de Adam Stone, collaborateur fidèle du cinéaste. Et c'est Lucien, qui a un petit air de Jeff Nichols, qui va commencer sur le film. Alors, peut-être que j'ai un petit air de Jeff Nichols, mais pour situer un peu où je me situe par rapport à sa filmographie, je pense que dans l'équipe, je suis un peu le fanzouz de Jeff Nichols. En ce sens que je pense que j'ai aimé, voire beaucoup aimé, chacun de ses films. Moi aussi, en fait, sauf le premier. Ouais, même le premier est intéressant. Alors ouais, The Bike Rider, c'est un peu un instantané, une forme de cliché, une image arrêtée sur une époque juste avant son achèvement, mais aussi sur une sous-culture juste avant sa première mue, pourrait-on dire. En ce sens, le film est assez proche, assez proche. En tout cas, le film se veut s'approcher assez nettement, en tout cas dans sa première partie, des Affranchis de Scorsese, toute proportion gardée, qui est aussi un film qui s'intéresse à une sous-culture et une bande qui se ramifie. J'aime le film, de manière générale, même si j'ai peut-être plus de réserve qu'à l'accoutumée par rapport au travail de Jeff Nichols. Tu aimes le film, mais tu as peur de Manu. Non. Je n'ai peur de rien. Non, mais je trouve qu'il y a un travail sur le son, par exemple, que je trouve brillant dans ce film-là, qui est à la fois agréable à écouter et qui rapproche directement des personnages, mais qui surtout crée un vrai sentiment de groupe entre tous ces individus. Et je trouve que le mixage travaille vraiment à mettre ça en avant, à travers les bruits de cuir, de moteur, etc. C'est assez joliment travaillé. Mine de rien, voilà, on parlait de choses qui peuvent être signifiantes sans être mises en avant à travers la forme filmique. Bah, ici, on en a un exemple.
Sur ce point, je trouve vraiment la première virée à moto est vraiment superbe. En plus, il utilise aussi la lumière et le reflet que ça peut avoir dans l'objectif d'une caméra pour la lumière des phares, pour créer un peu un sentiment qui va dans le même sens. Alors, ouais, voilà, je trouve que le film, tu l'as dit, Oli, est une adaptation de clichés. Pour moi, ça reste un peu un instantané. C'est magnifiquement usiné, mais ça pêche peut-être un peu par ce même geste. C'est un geste qui est finalement assez radical, mais qui ne fait que recréer des images arrêtées en permanence. Alors, fût-elle d'une très grande picturalité à certains moments, je trouve que le travail avec son chef-op est souvent très réussi, mais je trouve que le tableau d'ensemble, le film, perd un petit peu en émotion et en propos. Typiquement, le film me semble ne faire qu'effleurer l'histoire d'amour, bien qu'elle soit travaillée entre des poses, des regards, etc. C'est très photographique, ça marche très bien sur ce point-là, mais d'un point de vue purement émotionnel, purement narratif, c'est un peu peu pour moi. Il ne fait qu'effleurer aussi, l'aura politique de cette bande qui porte tout de même des croix de fer sur leur blouson. C'est un peu dommageable. Des croix celtiques que tu vois dans le générique, mais qui ne sont pas présentes dans le film, hein, dans mon souvenir. Ah si, on les voit sur leur blouson. Ah, dans mon souvenir, justement, un truc qui m'a frappé, parce que tu as des... Le film se termine avec des photographies de Danny Lyon. De Danny Lyon, le photographe. Et tu as typiquement une des photos du gars qui ressemble un peu à Fonzie dans Happy Days, et donc qui pose, et donc il a ce... Peut-être qu'en effet, ce ne sont que sur les... Il a ce petit sticker avec le sorte de doigt d'honneur. Et en fait, dans la réalité, dans la photo, tu vois une croix celtique. Donc là, je me suis posé un peu la question, effectivement, de l'édulcoration de certaines choses. Ouais, alors peut-être que c'est moi qui les rajoute sur les images fictionnelles, parce qu'on les voit à un moment dans les images réelles, je veux dire, quoi qu'il en soit, on les voit dans le film. C'est peut-être moi qui... Vous irez voir le film, vous nous direz. Mais même à nouveau, je trouve qu'à travers des détails, en mettant en parallèle les méfaits de la bande et la invisibilisation même des pouvoirs policier avec même un transfuge entre les deux, on peut dire. Je trouve qu'à travers ce travail-là, il laisse poindre l'idée que ce groupe qui installe ses propres lois et que la police n'ose pas contredire flirte en fait finalement gentiment avec le fascisme avant de sombrer dans le banditisme. Mais à nouveau, il va pas très très loin dans ce propos-là parce que son projet filmique en fait l'arrête là-dedans. Alors c'est ce que je trouve immensément beau et intéressant dans son geste, et peut-être qu'il y a certains moments, bien que je le répète, j'aime beaucoup le film, j'ai pas vu le temps passer, et je trouve le film très agréable à suivre, était aussi sa limite, à nouveau, d'un point de vue narratif et émotionnel. Alors, en plus, pour terminer sur cette idée-là, je trouve qu'on peut sentir, dans ce minimalisme narratif, on peut sentir, bien que très travaillé, parce que, je pense que vous y reviendrez, mais il y a une voix off, le film a un découpage assez particulier, mais je trouve qu'on ressent, bien que la narration soit extrêmement minimaliste, on la ressent assez fort, on sent le film parfois très écrit, entre autres, sans spoiler le film, mais sur la fin que je trouve extrêmement prévisible et qu'en fait on voit venir dès l'arrivée du personnage qui va faire basculer cette fin. Je vais peut-être enchaîner parce que je te sens un peu j'ai bien aimé le film mais je suis un peu désolé. Moi j'aurais aimé ce film. Oui, en fait, c'est ça. J'ai aimé le film, j'aurais aimé l'aimer encore plus. Mais moi, je trouve que j'ai vraiment été emporté. J'ai vraiment passé un super moment en regardant ce film. Et je trouve que c'est un film très habile, notamment le fait justement dont il entremêle les fils de la narration, de ce qui pourrait justement au début paraître comme un truc. Toi, tu as parlé de cliché, moi je dirais plutôt une espèce de chronique, quelque chose de un peu des instantanés sur en effet une époque, une bande, un truc. Et c'est ce que je veux dire par cliché, hein. Je parle de cliché photographique, dans le sens photographique du terme. Oui, j'ai bien compris. Mais moi je trouve justement que la bascule vers une narration quand même un peu plus tenue au long du film, et donc qui est en fait finalement cette espèce de rise and fall, ce truc un peu de la bande qui s'est faite et qui se défait. Moi je trouve quand même que l'enchevêtrement et le passage entre les deux fonctionne vraiment plutôt très bien pour moi. Et d'autre part, je trouve que la grande qualité du film, c'est d'avoir pris ce point de vue de Katie, donc qui est cette fille extérieure au groupe qui est une sorte de trait d'union entre le spectateur et le groupe, parce que en tout cas dans la toute première partie du film, je trouve qu'on regarde ce groupe de motards vraiment quand même très bas du front, avec une certaine
tendresse. Quelque part, on a envie un peu d'être avec eux, mais 5 minutes, quoi. Et du coup, on a envie d'y être et envie de pas y être, enfin voilà, mais tout en gardant une certaine distance. Et je trouve que c'est bien vu vraiment de la part de Jeff Nichols d'avoir adopté ce point de vue. Mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il emprunte le point de vue de Jodie. Non, Jodie, c'est le nom de l'actrice. Katie. Pour moi, il emprunte le point de vue du photographe qui passe à travers l'interview de j'ai encore oublié, désolé, du personnage féminin de Katie. C'est peut-être mon prisme qui m'a amené à imaginer ça, mais très clairement, le film a une volonté d'adaptation d'un bouquin photographique et en fait la sève de son projet. Et je pense que même narrativement, c'est à travers son point de vue à lui en tant que cinéaste, pour moi, c'est celui du photographe. Alors peut-être que le point de vue, on pourrait dire, narratif du film est celui de Katie, mais pour moi, le vrai point de vue de Nichols dans le film, c'est celui du photographe. Après, je trouve qu'il y a quand même... Enfin bon, ça, on pourrait en discuter longtemps, mais donc, j'enchaîne. Je trouve que sur l'aspect et la notion de camaraderie, le film est quand même assez fort, avec tous ces types qui se définissent quand même à plusieurs reprises. Je crois qu'ils utilisent le mot de indésirable. Nous sommes des indésirables, et du coup on s'est retrouvés ensemble, et du coup tu as l'importance quand même de ce gang, enfin c'est pas un gang, mais de ce club, Motorcycle Club, dans leur vie, qui est quand même, tu sens quand même assez fortement dans les premiers moments. Et en repensant au film, en fait, cette notion de camaraderie, c'est vraiment ce à quoi va s'accrocher le personnage de Tom Hardy, qui est très bon dans le film, je trouve. Excellent. Et qui va le perdre, en fait, parce que toute la relation qu'il a par rapport au jeune homme qu'on voit, qui va devenir plus tard le chef de gang, est conflictuelle sur ce point, justement, de la notion de camaraderie. Et je trouve que, en fait, le moment où ça bascule, quelque part à la fin du film, il l'a pas vu venir. En fait, il l'a pas vu passer, et je trouve que là, c'est le personnage, enfin, autour de cette notion, le personnage est vraiment très touchant, je trouve. Et en fait, il y a énormément de scènes qui sont très touchantes, des scènes de dialogue qui peuvent être un peu lourdes parfois. Je pense notamment à la confrontation, enfin c'est pas une confrontation, mais le dernier dialogue entre Jodie et Johnny, le personnage de Tom Hardy. Enfin voilà, dans les dialogues, il est vraiment quand même très enfin voilà, assez lourd, mais voilà, les interprètes sont au top. La lumière est géniale, le film est tellement beau que moi je suis embarqué quand même. Toutes les scènes où lui veut passer le flambeau, justement cette scène, quand je dis passer le flambeau, c'est peut-être pas un hasard, mais cette scène qui est vraiment éclairée avec la lumière du feu, vraiment en 3/4 contre sur Austin Butler et Tom Hardy, est vraiment super belle, quoi. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment des moments qui m'ont vraiment beaucoup plu, juste dans des simples échanges. Et je trouve aussi que Nichols, il est doué pour faire monter la tension, pour changer de registre en quelques plans et quelques instants. Justement, je trouve que les scènes avec le futur chef de gang, au début, il vole des enjoliveurs, et t'as une scène où donc il y a les Vandals qui passent avec ce bruit, le mix, t'en as parlé là, et on sent tout de suite la fascination. Vraiment, juste en un regard, tu sens l'envie de ce gamin de rejoindre ce club, que c'est vraiment l'importance de juste ce moment dans sa vie. Je trouve que c'est super fort. Et la tension qui naît ensuite, la deuxième scène où tu le vois chez ses parents, où tu vois que le gars peut vriller aussi très vite et qu'il est lui-même un peu peut-être psychopathe, dangereux. Je trouve que ça monte aussi très vite. Au début, tu as l'impression d'une scène un peu anodine, et puis la tension monte très vite, tout comme dans la scène aussi avec la robe rouge, on dira, où vraiment l'inconfort monte extrêmement vite. Et donc voilà, je trouve que vraiment le film est plein de très belles choses. Pour moi, vraiment, le problème principal du film, c'est le personnage de Austin Butler, qui me semble être pourtant le personnage central du film, sur lequel il y a quand même beaucoup d'enjeux qui se croisent autour de lui. L'affiche du film est dessus. Hein. Ouais, qui reste quelque part trop mystérieux, trop opaque, ou peut-être trop fonction, trop une espèce de symbole comme ça, la symbolique du mec qui a aucune attache, tu vois, et qui me semble en plus être, j'ai rien contre lui, mais qui me semble être un peu trop beau aussi pour le rôle, surtout comparé aux autres, que souvent Jeff Nichols il a l'air de se sentir trop bon, ouais. s'emploie à salir dans plein de détails, enfin notamment Michael Jackson. C'est pas le pire à ce niveau-là. Je pense que le pire, c'est quand même le mécano du groupe, qui est quand même le mec le plus propre sur lui de tout le film, je pense. Ouais, Austin Butler, excuse-moi, mais il est quand même encore plus beau. Voilà, donc moi j'ai cette limite-là. Je trouve que le personnage central est
trop évanescent, quoi. Il est pas là, quoi, malheureusement. J'aimerais être aussi enthousiaste que toi, Olivier. Moi, j'aimerais beaucoup aimer ce film. Mais pour moi, ça retombe un peu dans tout ce que je pense du cinéma de Nichols. C'est pour moi un film un peu schmoll, quoi. C'est un film pour moi qui rate le coche, qui prend beaucoup trop de gants avec son sujet. Je trouve que c'est pour le coup vraiment une fausse bonne idée, cette idée de... Je comprends la narration, à la fois dans son aspect documentaire, de la manière dont ont été recueillis ces témoignages, qu'elle soit contée du point de vue de ce point de vue féminin, et cette idée de raconter cette histoire d'une bande de mecs du point de vue de cette fille, mais ça a juste pour effet de systématiquement bousiller toute tension narrative, c'est-à-dire tu as une montée et tu redescends, et tu as une montée et tu redescends, et tu as une montée et tu redescends. Sans compter qu'en plus, je pense qu'il y a eu sûrement des bons chamboulements au montage, et donc tu as certains trucs assez visibles en fait, de points de bascule. Une grande partie de l'interview se passe dans la cuisine. Tout d'un coup, il s'achemine pour boire une bière dehors, mais tu retournes dans la cuisine après, puis tu repasses dehors au moment de l'ouverture de la bière, tu retournes dans la cuisine. Donc ça, c'est des petits détails, mais ça me met vachement à distance parce que je vois l'artificialité du procédé. Dispositif. Du dispositif, du procédé narratif. Et pour moi, petit 1, ça fait redescendre toute tension. Petit 2, je trouve que c'est quand même un moyen assez problématique d'évacuer en fait tout ce qui a trait à la notion de perdition de ce groupe. Et en fait, quand même, là, on parlait tout à l'heure sur un autre film des problèmes d'assumer la culpabilité ou certains actes des personnages. Là, il y a une manière où tout d'un coup, en fait, le groupe s'étiole, ce groupe, effectivement, dont tu dis, cet esprit de camaraderie s'étiole, parce qu'il est remplacé par une nouvelle génération qui est plus violente. Donc, au-delà de l'aspect peut-être un peu réac, quand même, peut-être à le film, et je pense assez, en fait, le cinéma de Nichols en général, dans sa manière de toujours regarder vers le passé, pour ne pas proposer grand-chose, à mon avis, de neuf. Il y a un truc historique aussi, hein, parce que c'est quand même lié à la fin de la guerre du Vietnam. Oui, mais le film, il est très précautionneux dessus. C'est que des trucs allusifs dessus, en fait. Moi, je suis... OK, quand tu as fait de l'exégèse, etc., quand tu vois tout ça. Mais moi, ce côté, en fait, de ce... C'est pas spécialement de l'exégèse, hein, parce que les codes sont là. Il est... En fait, les mecs se mouillent assez peu, je suis désolé. Tu passes d'un club de mecs un peu paumés à une organisation de gang, c'est quand même ça. Le film était vendu comme une sorte de rise and fall, etc., de comment un petit groupe est devenu, tu vois, une sorte de gang. C'est jamais traité. Je veux dire, c'est... mais que le film soit allusif, t'as raison, hein, mais je pense que... Laissez-moi finir sur ça. C'est jamais traité. Je veux dire, à aucun moment, en fait, de ces mecs-là se mouillent réellement. Le seul moment où on se mouille, c'est au moment où le personnage d'un des personnages est blessé, ce qui est la scène de début, effectivement, qui fait écho aux affranchis de Scorsese. Mais le film est loin d'avoir le rythme d'un film de Scorsese. Et en fait, c'est juste une génération qui remplace une autre, sans prendre, en fait, pour moi, acte de ce qui était peut-être ce que tu avais dans Easy Rider de Denis Super, cette histoire de We Blew It, pourquoi on a gâché tout ça. En fait, là, il n'y a pas on a gâché tout ça, c'est juste la génération derrière qui bousille tout ça. C'est comme si c'était deux époques et en fait, il n'y avait pas en fait, l'échec d'une époque qui était acté. En fait. Tu parlais d'une scène super belle, la scène justement de la robe rouge. Moi, je trouve que c'est une catastrophe, cette scène. Parce que justement, dans cette scène, où elle manque le personnage principal, entre guillemets, la narratrice du film, même si Lucie n'est pas d'accord, manque de se faire violer, parce qu'elle porte la robe rouge d'une meuf qui a été empruntée juste auparavant. En fait, tout ce qui se passe autour de cette soirée, ce qu'ils ont organisé, etc., tu as l'impression qu'ils en sont spectateurs, en fait. Donc il y a en fait toute une logique qui dédouane les personnages de leur responsabilité, qui me pose problème. Après, tu parlais du personnage d'Austin Butler. Non, mais en fait, s'il est aussi problématique, c'est parce que aussi, tu ne comprends pas comment sa relation avec sa meuf fonctionne, à part parce que d'un coup, c'est les seuls petits moments où Nicole s'autorise un petit peu de faire j'ai envie de dire, une mise en scène un peu voyante, où tu as un long travelling sur la table de billard, où on s'avance vers lui, comme ça, au ralenti, et comme ça, elle tombe amoureuse de lui. Le problème, c'est qu'après, ça s'ensuit la scène qui pourrait me vendre, en fait, pourquoi d'un coup, pourquoi tu as envie d'être dans ce groupe-là, pourquoi tu as envie d'être avec ces mecs-là, etc. Cette notion de chevaucher ces motos, pour moi, c'est raconté en voix off, c'est jamais montré à l'image. On est sur ce gros plan d'elle qui raconte tout d'un coup pourquoi, quand le groupe le rejoint sur la voie rapide, elle comprend. Et j'entends me dire, je ne vois jamais ça à l'écran, parce qu'il y a un gros problème aussi du film, c'est que j'ai zéro sensation de vitesse. La sensation de vitesse, elle est absente du film.
Moi, j'ai l'impression en fait d'avoir des mecs qui sont assis sur des motos, mais qui sont jamais en mouvement en fait. C'est un vrai problème que j'ai. C'est aussi un film où je trouve les mecs passent beaucoup plus de temps à faire des pique-niques qu'à monter leur moto. Et il y a un côté, moi, qui est vraiment problématique parce que déjà, je trouve que le film est assez mensonger dans sa proposition. Et en plus, sa proposition alternative, je trouve pas qu'elle soit intéressante en fait. Je trouve qu'il botte beaucoup en touche sur plein d'enjeux de cette époque-là, de cette bascule d'époque. Ce trio semi-amoureux ou conflictuel entre Tom Hardy, Austin Butler et Jodie Comer, qui est quand même aussi un gros problème, parce que moi je suis désolé, mais... Moi je la trouve très bien, moi je la trouve super bien, je trouve que son option de jeu est géniale. Elle a un accent pas possible, je veux dire, donc, moi c'est un vrai problème. Au final je me suis acclimaté, mais au début de l'entendre dans ce sorte d'accent, je sais pas, du fin fond des États-Unis, ça me semblait hyper emprunté. Mais j'ai trouvé ça vraiment problématique d'entrer dans le film. Alors moi, je désouscris à 200% à ce que tu Et après, je trouve ce groupe... Il y a aussi, je pense que le film aurait gagné à être plus linéaire, à se resserrer beaucoup plus autour de ces trois personnages principaux. Parce qu'en fait, oui, ok, il y a effectivement un talent de Nichols à retranscrire une sorte d'atmosphère un peu chromo de l'époque, avec des bonnes gueules. Moi, j'aime beaucoup l'acteur là, dont j'ai oublié le nom, qui jouait le Charles Manson dans le film de Tarantino, là, Charles Herman, je me souviens plus son nom. Le mec qui joue dans Walking Dead. Non, le premier décès du groupe qui se fait... oui, ok, je vois. C'est pas une bagnole. Il y a un vrai casting de Tron qui est chouette. Mais en fait, il n'existe pas beaucoup, en fait. Tu vois, moi, quand je parlais de cet acteur qu'on a beaucoup vu à Brooke, qu'on a beaucoup vu chez Mangold, que ce soit dans Logan ou dans le dernier Indiana Jones, c'est le mécanicien du groupe, le mec, il est toujours tout propre, etc. Et en fait, ce personnage, qu'est-ce qu'il raconte ? Il est là, ok, super, il est sympa, il raconte rien. À la rigueur, Michael Shannon, je comprends, entre guillemets, comment il est là thématiquement pour raconter en filigrane... le Vietnam, son rapport au communisme, etc. Même si c'est chouette parce que c'est Michael Shannon, c'est un immense acteur, mais c'est quand même super en filigrane. C'est pas, je suis désolé, le traitement du Vietnam, il est quand même pas du tout là. Il est là si tu connais l'histoire des États-Unis et si tu t'y intéresses, mais dans le film, il est pas là en fait. C'est un film qui est vraiment pas moderne pour un sou, pas du tout à l'heure. Je trouve que c'est un film emprunté et j'ai l'impression qu'il est un peu prisonnier de son matériau de base, qu'il a du mal quand même à le rendre cinématographique dans sa narration. Il le rend cinématographique plastiquement, hein. Mais je trouve qu'en termes de narration, c'est un film sacrément déceptif. Moi, je crois qu'il y a un problème entre les attentes que tu poses et ce que sont les films. Exactement, quoi. Je pense que tu voudrais que les films soient autre chose que ce qu'ils sont. Non, mais c'est la réalité. Il faut quand même prévenir les spectateurs, c'est quand même un film chiant. Je suis désolé. Non, pas du tout. Moi, je me suis pas fait chier 30 secondes, quoi. Non, mais moi, je comprends ton point de vue et il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Mais c'est notre positionnement. En tout cas, moi, je l'interprète comme tel. Il y a des choses sur lesquelles il y a des manquements que tu cites avec lesquels je suis d'accord. Typiquement, le manque de traitement de ce que tu as appelé de ce qu'on va appeler le We Blew It. Je suis assez d'accord avec ça. Mais parce que moi, j'adore voir ça dans un film. C'est pas pour rien que je parlais du fait qu'il ne traite, enfin, que tout ce qui est l'aurora politique, comme je disais tout à l'heure, est vraiment traité en filigrane. Je reprends ce terme par escient, tu l'as dit juste plus tôt. C'est-à-dire que le film, dans son dispositif, ne fait que disséminer des pistes à droite et à gauche. Alors ça peut ne pas te plaire, mais ils sont là. Et comme quand tu lis une photo, si tu lis une photo qui te raconte quelque chose, c'est pas parce qu'il n'y a pas un traitement théorique ou narratif dessus que le propos n'est pas là. Eh ben moi j'ai un peu le même sentiment dans ce film-là. Alors je suis d'accord avec toi, sur certains points j'aurais voulu qu'il aille plus loin et peut-être en laisser tomber d'autres. Je pense que c'est une des limites du film, mais je trouve que ça se tient dans son projet. Et moi personnellement, toutes ces petites choses font que je ne m'emmerde jamais, parce que je suis tenu de bout en bout par toutes ces petites choses. Et Oli en a cité certaines, j'en ai cité certaines. Mais pour moi, t'en as cité certaines en les trouvant pas assez prégnantes, mais n'empêche qu'elles sont là et que pour moi ça marche. Pour moi, ces petites choses ne font pas un tout. Je trouve qu'il reste trop du point de vue de l'anecdote en fait. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et qu'à un moment, la somme des anecdotes ne fait pas un tout. Et je pense que c'est quand même le gros souci du film, c'est qu'en fait, quand je te dis que je le sens un peu prisonnier de son matériau d'origine, c'est qu'en fait, c'est une sorte de compilation d'anecdotes. Et je pense qu'il aurait gagné à expurger certains personnages du récit. Je te dis
dis-moi, Mécano, le mécano, à quoi il sert? Il y a quand même plein de personnages, tu te dis... Bah, il n'empêche qu'on sait que c'est le mécano, tu vois. Ouais, mais bon, ça veut tout et rien dire, là, ce que tu me racontes. Ouais, mais bien sûr, non, c'est mais... le mécano, oui, bah, ça aurait pu être... Bah, c'est un des bras droits, il y en a certains qui existent plus que d'autres, mais c'est un des... La fonction du mécano était retranscrite, par exemple, chez le flic, où là, pour le coup, tu te dis, il y a une plus grosse évolution sur le personnage de celui qui veut devenir flic. Qu'est-ce que ça aurait changé dans le film? Je trouve qu'il s'embarrasse d'une galerie de groupe, en fait, qui se perd dans des personnages qui n'ont pas une grande fonction narrative, qui sont pas très intéressants, qui racontent pas grand-chose. Moi, je suis désolé. Là, pour le coup, expliquez-moi ce que ce personnage raconte de cette époque-là, de ce groupe-là. À part le fait de ce personnage-là était photographié à l'époque, a sûrement témoigné, pourquoi tu le mets? Mais c'est aussi pour l'effet de groupe, hein, tu vois. Il ne peut pas mettre toute la même fonction sur un seul truc. L'effet de groupe est suffisamment là. Je veux dire, il y a suffisamment de personnages pour, par exemple, évacuer celui-là. Là, pourquoi il le garde? Juste, à mon avis, par une sorte de déférence historique qui, pour moi, est assez malvenue parce qu'en fait, il dilapide du temps, il le dilapide sur un personnage où il pourrait peut-être le développer un peu plus dans la relation avec Jodie Corner et Austin Butler, entre Tom Hardy parce que ça fonctionne pas très bien, en fait, cette relation-là. Elle est là, elle est posée, mais tu comprends pas trop comment ils fonctionnent, ces personnages-là. Moi, déjà, je ne comprends pas comment elle tombe amoureuse de lui, à part le fait qu'elle le dise. Ouais. Tu pointais un truc en disant j'adore le film, mais j'ai quand même un souci avec ce personnage de Austin Butler qui non, quand même j'ai pas dit j'adore, j'ai dit j'aime beaucoup. Ouais, mais je veux dire, t'aimes beaucoup un film dans lequel le personnage principal du film central, c'est pas le personnage principal. Ah oui, mais c'est quand même celui... tout le monde gravite autour et quand même un vrai souci d'écriture. Il n'est pas écrit en fait ce personnage. Je veux dire, c'est juste l'idée de la jeunesse, l'idée de l'indépendance, l'idée, tu vois, mais c'est juste une idée, mais c'est pas un personnage. Mais peut-être que si ça avait été encore plus l'idée, ça aurait fonctionné. Mais moi, je trouve ça très bien, justement, ce qui se passe dans cette scène de la maison avec la robe rouge, etc. Parce que le fait d'être dépassé sans savoir comment on s'est fait dépasser, c'est justement ça qui arrive à Tom Hardy. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas ce qui se passe dans cette scène. Ah, mais si, tout à fait. Non. Mais parce que tout d'un coup, grosso modo, parce que toi, t'as vu quand même la scène des mecs qui ont récupéré du moins qui reviennent avec la robe, donc tu comprends, bon, ok, il y a l'air quand même un truc un peu bizarre qui se passe là-haut. Et la manière, en fait, dont les femmes sont traitées dans le film. Tom Hardy est quand même caractérisé par Jodie Corner qui dit sa femme, elle est top, c'est une femme forte, etc. Elle n'est pas montrée une fois du film. Hein. Mais si, on la voit 3 fois. Il y a 3 scènes avec elle. 3 scènes où elle parle jamais, c'est ça? Il y en a une où elle parle. Tu me citeras laquelle? Moi, je vois une. Quand je il vois parle, 2 scènes. Quand il part de chez lui. Ouais, tu fais la. Ouais, non, là, pour le coup, elle parle. Moi, je trouve que c'est genre juste la scène qui est là pour te dire, ouais, en fait, c'est pas à elle que je dois parler, c'est la scène d'après. C'est pour te vendre la scène d'après, mais pour moi, en fait, c'est un peu facile parce que ce personnage est montré comme en fait le sorte de pilier du groupe avec sa vie familiale, etc. En fait, elle est jamais développée. Tu fais ok, bon, je ne sais pas. Mais parce que c'est ça aussi un peu le discours. Le fait est qu'il passe beaucoup plus de temps au club que mais tu montres la conflictualité. Pourquoi ce mec-là a besoin d'être là? Pourquoi ces mecs-là ont besoin de se retrouver ensemble? C'est jamais montré, c'est jamais compris. C'est un problème, je suis désolé. C'est pas parce que tu les montres tous tout le temps ensemble, etc., que tu comprends pourquoi ces mecs-là ont besoin d'être là ensemble. Et la scène de début, c'est quand même une scène où elle est... Mais je suis pas d'accord avec toi. Mais moi, je ressens le fait de justement tous ces personnages déclassés qui se disent je l'avais noté, indésirables. Le fait que ces personnages indésirables se retrouvent ensemble. Tu vois, c'est important pour eux. Ça, on le sent que c'est important pour eux. C'est dit, on le sent pas. Je suis désolé. Moi, je trouve qu'on le sent. Non, pour moi, c'est quelque chose encore qui était dit dans la narration, mais qui n'est pas montré à l'écran parce qu'il n'y a pas une dramaturgie qui tourne autour de ça. C'est comme je te dis, moi, d'un coup, elle dit je suis submergé parce que tout d'un coup les motos passent et là on est resserré sur elle et on n'a pas du tout cette sensation d'ampleur, de vitesse autour des personnages. Donc je me dis mais en fait. Mais une Harley ça se traîne, hein, tu sais. Je sais que ça se traîne. Mais tu vois, même un film dont je suis pas très fan comme Easy Rider, j'ai une sensation des mecs sur la route là et je sentais vraiment une inertie qui me posait problème parce que je me dis à un moment. C'est quand même ça aussi le cœur de ces mecs-là, c'est ce plaisir à un moment de prendre la route et de se laisser aller. Et donc si tu me donnes pas un peu cette sensation de vitesse, cette sensation de liberté que peut être la moto, c'est pas un club de mecs à vélo, quoi. Tu vois, je sais pas, il y a un moment de cette sensation de vitesse, tu dois l'avoir un petit peu. En fait, c'est quand même un film où ils pourraient être sur des vélos, ça serait à peu près la même chose quand tu les vois dessus. Ils auraient moins d'impact sur le personnage du futur chef de gang. Ouais. Non, t'as le traitement sonore qui fonctionne pour moi. Après, la mise en image, c'est autre chose. Hein.
Non, là peut-être je suis d'accord avec toi. Mais parce qu'en effet, la sensation de vitesse, Nichols veut te la communiquer au début avec cette scène où Austin Butler brûle les feux rouges, etc. Mais ça fonctionne pas très bien. Parce que justement, de nouveau, autour de ce personnage-là, il y a quelque chose qui est pas. Mais pour là, moi, quoi. ça devrait. Et t'as beaucoup parlé, Manu. On va faire le minutage du. Combien de temps pour moi, ça devrait être un des points d'accroche aussi du film. Au-delà de te dire, ok, il y a des trucs qui sont pas très bien construits sur des personnages, mais si tu me fais ressentir pourquoi ces mecs-là ont une sensation qui leur donne envie de se réunir, d'être là ensemble, ben ok, des faiblesses d'écriture sur les personnages, je les pardonnerai. Mais là, vu que je l'ai pas, ben j'ai du mal à le pardonner derrière après, en termes d'écriture. Autre chose, tu as parlé aussi de l'interprétation de Jodie Comer. Moi, je trouve justement qu'elle est parfaite, quoi. Et tout de suite, elle prend la bonne option de jeu, donc grâce à Jeff Nichols ou grâce à elle-même, je sais pas qui a proposé le truc, mais en tout cas... Grâce à son super coach vocal qui l'a fait prendre... Grâce à son super coach vocal, peut-être, mais en tout cas, moi, je trouve que tout de suite, elle met la bonne distance, justement, par rapport à cette narration, et je trouve que c'est un personnage immédiatement sympathique, et j'ai eu aucun problème. Mais bon, la fois dernière, j'avais eu des problèmes avec l'anglais dans le magnifique film avec Bully Lanners qui fait José Bové, donc voilà, un partout. T'as des problèmes avec l'anglais à géométrie variable, quoi. Lucien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, on rentre un peu dans le détail, mais j'ai dit ce que j'avais à dire sur le film. Merci. Bon, très bien. Mais écoutez, vous aurez vu que nous sommes encore pas d'accord. Alors, les gens qui nous écrivent en disant « Ouais, vous êtes tout le temps d'accord », mais en fait, c'est pas vrai. Hein. Personne nous écrit. C'est juste nos amis qui nous disent ça. « Ouais, vous êtes tout le temps d'accord, c'est pas drôle ». Ça n'arrive pas tout le temps, parce que nous n'étions pas d'accord sur le Hamaguchi, nous n'étions pas d'accord sur je ne sais plus quel autre film récemment, nous ne sommes pas d'accord ici. Donc voilà, transmission, émission conflictuelle et de culture du clash, saut 3.0. Et après on se met sur la gueule. Ouais, voilà, on va se mettre sur la gueule. On va finir la bouteille de bière avant quand même. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre ? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Alors, Manu, à part revoir l'intégrale de Don Siegel et surtout éviter les films de Jeff Nichols, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Je vous conseille un petit film obscur d'un... Je ne sais pas s'il est facile de le voir encore, d'un immigré grec, s'appelle Furiosa. Je ne sais pas si on en a trop parlé. Film pas mal, hein. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille, c'est pas dégueu. J'ai revu. Il faut savoir qu'à nous trois, on cumule 50% des entrées en Belgique. Hein. C'est Silla qui attaque ça ? Ouais, c'est vraiment pas bon. Ok, donc tu conseilles de retourner voir Furiosa ? Je vous conseille de retourner voir Furiosa. Sinon, un petit conseil, peut-être pour rester dans l'esprit de l'émission, je vais vous conseiller une mini-série qui s'appelle... Non, c'est moi. Qui s'appelle Sugar. On peut le faire ensemble. Ça peut faire. Non, vas-y. Après s'être écharpé sur du Jeff Nichols, on va se réunir sur du Colin Farrell. Moi, j'ai pas vu encore tout, donc je te laisse parler. Qui est Sugar, une série qui est diffusée sur Apple TV. De Mark Protasevic, qui est donc un scénariste hollywoodien principalement connu comme Scream Doctor et notamment pour avoir développé pendant longtemps une adaptation de Je suis légende de Richard Matheson qui a fini avec ce... Je suis une légende. Je suis une légende ou je suis légende ? En français, c'est Je suis une légende. Qui a fini avec ce film tout pété tourné par Francis Lawrence. Francis Lawrence, le clipper de Britney Spears avec... Will Smith. Avec Will Smith et surtout et son chien. Avec des grosses réécritures d'Akiva Goldman. Ah bah justement, de chien, il en est question. Il est question de chien, mais donc c'est une mini-série qui assume d'à la fois d'être un film noir qui s'inscrit dans une époque moderne, avec tous les codes du film noir qui sont revisités de manière extrêmement intelligente, extrêmement fine, avec à la fois aussi un jeu au niveau du montage, avec comment le personnage incarné par Colin Farrell, qui est un personnage de détective privé, qui enquête de nos jours, et comment lui sa vision du monde a été alimentée en fait par tous les codes du film noir. Et donc régulièrement, au sein des interactions de Colin Farrell, sont montés des extraits de films de l'âge d'or du film noir américain. Une grande partie de la saison a été tournée par le cinéaste Fernando Meirelles. C'est des petits épisodes d'une 30aine de minutes. C'est que pour le coup,
C'est un film qui est extrêmement concis dans sa narration. C'est une série. C'est une série qui est extrêmement concis dans sa narration, ça fait du bien, qui ne cesse de se développer. Je vais peut-être pas déflorer parce que visiblement, je crois que Lucien ne l'a pas vu jusqu'au bout, mais même dans j'attends qu'une chose, c'est que vous fermiez vos gueules pour que je puisse terminer la série. Mais même dans ces gros retournements de situation, ça fait vraiment c'est pas des trucs de petits malins, il y a vraiment tout un développement assez inattendu de la série. Donc voilà, si vous voulez voir un film noir rétro mais qui est beaucoup plus moderne en fait que ce Love Live Bleeding qui se voudrait moderne, allez voir et regardez Sugar. Moi j'allais conseiller ça, hein. Donc Manu me coupe un peu l'herbe sur le pied, bien que je n'ai vu que la moitié, j'ai vu que 4 épisodes sur 8 et que j'ai moi quelques petites réserves sur la forme qui à certains moments est assez sérielle, mais en dehors de, comme tu dis, ces petites incursions de films noirs dans le montage qui marchent assez bien en parallèle de la construction du personnage, etc. Moi, ce qui m'a frappé dans cette série-là, c'est à quel point c'est bien écrit et surtout à quel point ce personnage, c'est rare quand même à ce point-là, après 30 secondes de série, on l'achète, on est avec lui. Enfin, c'est vraiment extrêmement efficace sur la construction de ce personnage, incarné par un excellent Colin Farrell. Ah, ça fait longtemps, moi je ne l'ai pas vu aussi bon. Hein. Ouais, on pourrait se poser la question. En tout cas, pas chez Lanthimos. Bon, on l'a connu génial chez Malik et chez Michael Mann, hein, mais n'en déplaise au troisième larron. Je pense qu'une série, ça marche pas si t'as pas un personnage ou plusieurs personnages extrêmement bien construits. Et là, vraiment, il y en a un qui prend dès le départ et je me réjouis de voir comment tout ça va s'achever. Et je pense que même, je sais pas quels sont les aspects sériels qui semblent te déranger un peu plus, mais je pense que ça trouvera une certaine logique dans le développement de l'histoire par la suite. On en reparlera. On pourra faire une sorte de part 2 des conseils, mais tu verras. J'imagine bien par rapport où va le traitement du personnage et où cette mise en scène peut amener. Moi, je parle vraiment juste de... Je trouve qu'à certains moments, on sent des éclairages un peu flat, mais ça, c'est la production télé qui veut ça. Ça arrive quand même très, très régulièrement. Ça n'effleure qu'à peine les qualités de la série. Très bien, moi pour boucler la boucle avec le début de l'émission, je conseillerais à tous nos auditeurs, nos auditrices qui ne l'ont pas vu de voir ou de revoir Don't Look Now de Nicolas Roeg. Un film qui prouve que même s'il contient les marqueurs de son temps, il peut préserver toute sa force pourvu que ses signes formels soient investis thématiquement, narrativement, émotionnellement, qu'ils soient raccord avec la mise en scène, l'histoire et les intentions du film. Un très bon film de Nicolas Roeg, si vous ne l'avez pas vu. Je vous encourage à voir. Un de ses meilleurs. Son meilleur, peut-être. Ça se discute. Un de ses meilleurs, ouais. Moi, il y a un film que j'ai vu qu'une fois, il y a très très longtemps, et dont j'ai un souvenir exceptionnel, mais au niveau des sensations qu'il m'avait laissé, autour duquel je pourrais pas rentrer dans les détails, mais dont j'ai un souvenir de Sutherland vraiment dans un des méchants les plus ignobles que j'ai pu voir au cinéma. C'est dans Novecento de Bertolucci. C'est un film que je serais très curieux de revoir, parce que je sais pas du tout ce que j'en penserais aujourd'hui. Je crois que je l'ai vu il y a 15 ans, probablement. Et il est ressorti récemment, je crois, en support physique. Ouais, je crois que chez Carlotta. Et sinon, il y a Haute Sécurité de John Flynn. Très bon petit film de prison avec Stallone. Et John Flynn. Un Donald Sutherland en roue libre, mais on l'aimait aussi comme ça. Hein. Je veux dire, on ne l'aimait pas que dans ses... Il pouvait être en sacré roue libre, ouais. Très bien, merci messieurs, merci pour cette émission autour de 2 films, mais qui aura, je pense, en termes de longueur d'émission, été quand même nourrie. J'espère qu'on se retrouvera au mois de juillet. Je crois que personne ne s'éloigne trop de la Belgique, et je pense qu'il y a quelques films dont on a dit qu'on parlerait sans doute. Ouais, il y a le grand retour. Moi, je sais que Florent Emilio Siri, ça. Il y a le fanzouz de Jeff Nichols, il y a le fanzouz de Florent Emilio Siri, donc voilà. Mais on aime tous bien. On parlera sûrement de ça. Je pense qu'on s'épargnera peut-être le Lantimos, non ? Parce que bon. Mais je pense qu'on avait parlé d'autres choses pour le programme, non ? Voilà, on verra. Écoutez, vous avez qu'à suivre. Hein. Franchement, moi, j'ai pas envie d'aller voir le Lantimos. Pitié. Non, s'il vous plaît. Et sinon, on sera pas là à ce moment-là, mais en août sort le nouveau film de Jacques Audiard que j'ai pu voir cette semaine, qui est à l'affiche au Brief, donc le premier. Le Brussels International Film Festival. Voilà. Fin juin, début juillet, au Palace. Le 1er juillet, Jacques Audiard vient présenter le film. Film imparfait, mais absolument fascinant, dont j'ai du mal à parler après une seule vision, et qui, pour le coup, en termes de représentation des genres, de la diversité de personnages de fiction, du type de corps, d'acteurs, etc., est autrement plus intéressant que le film de Rose Glass, comme quoi, en fait,
la question du sexe des films n'est pas définie par qui le tourne, mais par le regard qui est posé dessus, quoi. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse parce que je me rappelle que même au temps des Olympiades, même déjà au temps des Frères Sisters, je disais qu'il fallait que Jacques Audiard renouvelle profondément son cinéma ou se remettre sacrément en question. On dirait que c'est l'heure. Ah ben ça, c'est un film qui est constamment sur le fil, c'est un film de funambule. Je dis pas qu'à certains moments, il y a peut-être des sorties de route, mais il réussit beaucoup plus de choses qui tentent qu'il n'en rate, quoi. C'est vraiment un film assez... c'est un ovni. Très bien, ça fait plaisir à savoir. On ira de manière impatiente. Salut Lucien, bon retour dans tes cinémas liégeois. Salut Olivier Grinard, dont on n'a pas dit le nom en début d'émission. Salut Lucien Alflans. Salut Emmanuel. Salut les gars. À bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous sommes aussi sur Mastodon, sur Blue Sky, sur X. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On est sur toutes les applis de podcast. Et puis on a notre site internet, transmissionlepodcast.com, notre chaîne YouTube. Venez nous faire des petits commentaires. On n'en a pas beaucoup. Alors quand on en a, ça nous fait vraiment plaisir. On se les envoie sur notre petit salon perso. Et on est très contents. Et puis comme dit Manu, vous avez qu'à nous suivre. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir.